Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Contrepoint. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par Jean-Baptiste Noé pour aborder la question de l'énergie au cœur de l'Ukraine. Les accords conclus entre l'Ukraine et les États-Unis prévoient que ces derniers puissent accéder aux ressources minières de l'Ukraine. Cette guerre d'Ukraine est-elle une guerre pour les ressources? Alors en effet, on voit que c'est un des enjeux de la négociation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, d'où d'ailleurs la visite de Zelensky vendredi 28 février à Washington. Un accord semble avoir été trouvé, donc il s'agit que les Américains financent l'exploitation, la mise en avant des ressources minières ukrainiennes avec un partage des gains entre l'Ukraine et les États-Unis, les gains permettant notamment la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Alors on sait que l'Ukraine est un territoire où il y a de nombreuses ressources minérales, notamment utilisées dans l'industrie de l'armement, dans l'industrie également du numérique. On a du lithium, on a également de nombreuses terres rares. Alors terres rares, c'est un mot qui fait un peu rêver. Dans la réalité, les terres rares ne sont pas aussi rares que ça. Ceci dit, pour minorer un petit peu la question des minéraux, quand on regarde, quand on lit les différents rapports d'organismes géologiques, qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient internationaux, tous soulignent quand même que la teneur en minerais est assez faible. En tout cas, il y a d'autres pays où cette teneur est plus forte. Et puis, on a également des minerais qui sont compliqués à exploiter, puisqu'il faut la mine, mais il faut aussi toutes les infrastructures qu'il y a autour, notamment les routes, les ports, les aéroports pour exporter les minerais. Il ne faut pas voir non plus cet accord comme un accaparement des États-Unis sur les minéraux ukrainiens. On n'est pas dans un Eldorado qui est promis. Oui, il y a des minerais, mais ce n'est pas non plus l'essentiel des minerais dans le monde, et ce n'est pas non plus des minerais qui semblent, du moins d'après les rapports des géologues, parmi les plus complets ou les plus prometteurs. L'Ukraine est aussi un carrefour du gaz russe et a continué à jouer ce rôle même durant la guerre? Oui, en effet, ça c'est une des particularités, c'est que de nombreux gazoducs passent par l'Ukraine. On le voit ne serait-ce que par sa géographie. L'Ukraine est la route de passage entre la Russie et l'Europe. Et donc, pendant la guerre, le gaz russe a continué à transiter en Ukraine, notamment pour approvisionner les pays d'Europe de l'Est qui ont besoin du gaz russe pour avoir de l'énergie. Et donc, en dépit de la guerre, l'Ukraine a touché des taxes, des droits de passage sur le gaz russe. Donc, une partie de ce gaz russe a fourni de l'argent à l'Ukraine qui a été utilisé ensuite pour mener la guerre contre la Russie. Alors ça, c'était vrai jusqu'au 1er janvier 2025, mais ce transit du gaz russe s'est arrêté donc le 1er janvier 2025, aux grandes dames évidemment des pays d'Europe de l'Est qui ont besoin de ce gaz pour leur énergie, puisqu'une grande partie, je pense notamment à la Hongrie, sont extrêmement dépendants du gaz provenant de Russie. L'alimentation est aussi une autre énergie fondamentale. Là aussi, l'Ukraine joue un rôle majeur. Oui, quand on parle de l'énergie, souvent on se concentre sur le gaz, sur le pétrole, sur le nucléaire, donc on pense à l'énergie pour les machines. On oublie une autre énergie cruciale qui est l'énergie pour les hommes, et donc l'alimentation. L'alimentation, c'est de l'énergie. Et l'Ukraine est évidemment le riche terre à céréales, le riche terre à blé. D'ailleurs, les entreprises chinoises se sont largement installées en Ukraine dès avant la guerre et ont acheté de nombreux territoires pour accéder aux céréales. Et rappelez-vous, à l'été 2022, il y a eu un problème grave qui était que, de par la guerre, les ports ukrainiens ne pouvaient plus exporter les céréales. De nombreux céréales ont pourri dans les ports ukrainiens, ce qui causait des problèmes graves de nutrition, notamment pour les pays d'Afrique, et je pense notamment à l'Égypte, puisque les pays d'Afrique reçoivent une grande partie, enfin, achètent une grande partie des céréales ukrainiennes. Donc ça a été l'objet, là aussi, d'un accord conclu entre l'Ukraine et la Russie pour permettre aux céréales ukrainiennes de continuer à être exportées, de manière à ne pas créer de famine ou d'émeutes de la faim en Égypte, au Maghreb et en Afrique. Et depuis la crise de l'été 2022, il n'y a pas eu de problème. Ce qui nous fait constater que, en dépit de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, des accords ponctuels sont trouvés sur des points commerciaux, ce qui a permis de limiter les effets négatifs de la guerre et notamment de permettre de continuer aux pays du Maghreb d'acheter du blé ukrainien.
L'enjeu de la guerre est aussi celui de l'accès aux hydrocarbures russes, notamment pour la Chine. Oui, la Russie est le deuxième producteur mondial de gaz et de pétrole, le premier étant les États-Unis. Donc chacun comprend bien qu'on ne peut pas s'en passer aussi facilement. D'ailleurs, les Européens continuent à acheter des hydrocarbures russes qui sont vendus via l'Inde. Donc les routes commerciales ont contourné les sanctions politiques, ont contourné les problèmes liés à la guerre. Et notamment pour la Chine, l'essentiel, c'est de pouvoir accéder à ces hydrocarbures russes. Alors c'était l'objet de la vidéo de la semaine dernière. Ça prendra du temps, hein. Il faut construire toutes les infrastructures. Donc il y en a déjà qui ont été faites, mais c'est incomplet. Donc il faut au moins une dizaine d'années avant de pouvoir achever l'essentiel des infrastructures. Il n'empêche que pour les États-Unis, l'objectif, c'est d'empêcher que la Russie devienne le réservoir à hydrocarbures de la Chine et permettre de financer à bas coût l'industrialisation de la Chine. Donc toute la stratégie actuelle des Américains, ce n'est pas de se rapprocher de la Russie, c'est tout simplement d'empêcher, d'éviter que la Russie ne devienne une sorte de colonie ou de vassalisation chinoise avec un accès privilégié aux hydrocarbures. Est-ce que cela n'illustre pas la dialectique classique en économie entre possession par la guerre et possession par l'échange? En effet, tous les économistes qui ont évoqué, de Xénophon avec son économie jusqu'aux économistes classiques, il y a deux manières de posséder un bien, soit par le vol, soit par l'échange. C'est-à-dire que soit on possède un bien librement, par l'échange, soit on le possède par la contrainte, donc par le vol. Alors le vol peut se décliner de différentes manières. La guerre est une forme de vol, c'est-à-dire qu'on fait la guerre à un pays pour s'accaparer des richesses, pour s'accaparer des gisements de gaz, de pétrole, de terres rares, de lithium, etc. Donc c'est une forme de vol. Et on voit bien que si l'échange coûte apparemment plus cher parce qu'il faut payer, en réalité la captation par la guerre est beaucoup plus généreuse. Parce que la guerre coûte très cher, parce que quand on nous promet des guerres courtes, en réalité elles durent toujours très longtemps. Regardez les Russes. Ils pensaient que ça allait durer 2-3 jours. Ça fait 3 ans que la guerre a lieu. Et puis, la guerre cause énormément de destruction. Donc, finalement, dans cette dialectique entre possession par le vol ou possession par l'échange, eh bien, on se rend compte, à travers l'exemple de la guerre d'Ukraine, que, encore une fois, la possession par l'échange est à la fois la moins onéreuse, la plus facile et celle qui dure le plus sur le long terme. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé pour cette analyse. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à donner votre avis déjà en commentaire et à vous abonner. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.